Je voudrais juste rajouter, dire un mot de présentation un peu plus globale, et on peut le prendre de différentes manières, mais je crois qu'une question très importante, c'est aujourd'hui la stratégie que peuvent conduire ou ne pas conduire les Palestiniens. Et moi, ce qui me frappe, c'est que à l'automne dernier, c'était déjà il y a bien longtemps, on sentait qu'ils avaient une stratégie assez claire, qui consistait à constater que les négociations n'avaient rien donné et que par conséquent ils voulaient passer par d'autres voies, la voie du droit international, du champ diplomatique, et faire en sorte qu'ils soient reconnus en tant qu'État, d'où leur demande auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'où leur effort en direction de l'UNESCO. Et peut-être par la suite, ils en parlaient en tout cas à l'époque, je me souviens de ce qu'ils disaient, en direction de la Cour pénale internationale. Le résultat, vous le connaissez, pour l'instant aux Nations Unies ça n'a rien donné. À l'UNESCO au contraire, ils sont devenus un membre à part entière de l'UNESCO. Et aujourd'hui on a le sentiment que cette stratégie est un peu dans le flou, c'est-à-dire qu'ils hésitent entre revenir à cette stratégie initiale ou peut-être tenter une négociation, mais je crois qu'ils n'y croient pas beaucoup, ou bien encore, par rapport à une lettre qui a été déposée il n'y a pas très longtemps, même si elle était un peu ambivalente ou ambiguë, cette lettre, déposée par Mahmoud Abbas auprès de Netanyahou, qui envisageait, pas de manière très nette, mais qui envisageait quand même la dissolution de l'autorité palestinienne. Donc on a le sentiment qu'aujourd'hui les Palestiniens sont une fois encore une sorte de croisée des chemins pour savoir quelle est leur stratégie. Alors selon les moments, on se dit voilà, ils vont aller dans telle ou telle direction. Mais indépendamment de ça, je crois que c'est très important de savoir ce qu'il en est, quel que soit leur choix qui leur appartient, ce qu'il en est en ce qui concerne la question dont nous avons parlé, qui me paraît une question extrêmement importante à la fois dans les enjeux et dans les aspects, dans les moyens. Donc on va y venir. Je cède la parole à Géraud pour parler des enjeux et après je donne la parole à Simon Forman pour parler des aspects juridiques. Géraud, quand tu voudras. Pardon. En ce qui concerne les enjeux, je crois qu'il faut être très clair. Ces enjeux sont bien sûr prima facie d'ordre juridique, puisqu'il s'agit d'adhérer ou non au statut du Cour pénal international, et qui sont en réalité, au-delà, profondément politiques. Je crois que c'est particulièrement net en ce qui concerne la Palestine et la Cour pénale internationale, mais je signale au passage que c'est au fond la norme avec les matières juridiques, surtout dans l'ordre international. Le droit, ça a toutes sortes d'avantages, toutes sortes d'intérêts. Le recours au droit, aux tribunaux, aux instances juridiques en particulier, c'est une alternative intéressante à la violence toute nue. Donc il ne faut pas cracher dessus, mais en même temps il ne faut pas se perdre dans la stratosphère et imaginer que le droit est une fin en soi. Le droit n'est jamais qu'un instrument. Ce sont des moyens juridiques pour obtenir quelque chose, pour obtenir, en ce qui concerne la Palestine, une indépendance réelle, de fait, possibilité d'exister, de respirer, de vivre la vie de tous les jours pour des populations qui en réalité souffrent énormément dans la vie quotidienne, indépendamment de choses plus graves qui leur arrivent, comme par exemple quand vous avez des opérations sur Gaza ou ailleurs. Alors, ceci étant dit, du point de vue strictement juridique, si la Cour pénale internationale pouvait étendre sa compétence sur les événements qui se sont produits en Palestine, c'est-à-dire en Gaza et en Cisjordanie, ça aurait pour conséquence qu'un certain nombre de comportements des autorités israéliennes seraient susceptibles de poursuites. Sous quelle qualification? Alors, même si vous avez un problème qui dépasse le cas particulier de la Palestine et de la Cour pénale internationale, ce problème, c'est l'aura absolument étonnante
qu'a dans l'opinion publique en général la qualification, mettons, de crime contre l'humanité. On pense tout de suite, il faut que soient reconnus les crimes contre l'humanité, voire même le génocide, mais enfin, un peu. Et puis il y a aussi des crimes de guerre. Alors du point de vue de la stricte technique juridique, le crime contre l'humanité, on pourrait y revenir tout à l'heure si vous voulez entrer dans les détails, mais il me paraît un peu tiré par les cheveux. En revanche, les crimes de guerre, au sens de l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale, sont tout à fait caractérisés. C'est moins chic dans le domaine tragique que le crime contre l'humanité, mais au point de vue juridique, ça a strictement les mêmes incidences, pratiquement le même régime. Alors quels actes pourraient être qualifiés de crimes de guerre? Alors il y a essentiellement les transferts de population, et les transferts massifs de population israélienne en territoire occupé. C'est une violation grave au sens du statut de la Cour pénale, pas clairement au sens de la Convention de Genève de 1949, qui considère qu'est une violation grave, c'est-à-dire un crime de guerre, l'opération inverse, qui consiste à transporter des gens, des civils habitant les territoires occupés sur le territoire de la puissance occupante. Alors les deux phénomènes sont, au sens de la Cour pénale, des crimes de guerre, des violations graves des lois et coutumes de la guerre, des crimes de guerre. Il y a aussi d'éventuels phénomènes de torture. Il y a la destruction et les saisies de biens civils qui ne sont pas justifiés par des raisons strictes de sécurité. Et puis les persécutions au sens toujours de cet article 8 qui consiste dans toute une série de mauvais traitements. Et il va de soi que si la Cour pénale exerçait sa compétence sur les territoires occupés, eh bien, des tas de gens, et en particulier des responsables civils ou militaires israéliens, pourraient être effectivement poursuivis devant la Cour. Des mandats d'arrêt pourraient être émis, ce qui compliquerait évidemment leur déplacement à l'étranger. La question évidemment qu'on envoie des gendarmes aller arrêter des gens sur le territoire israélien. Alors, encore un petit aspect de la dimension juridique, ces faits pourraient être poursuivis à partir d'une certaine date seulement, pas depuis l'origine, mais depuis l'entrée en vigueur du statut de la Cour, si l'on s'en tient à la reconnaissance de compétences auxquelles la Palestine a procédé en janvier 2009. Et si on attend une adhésion formelle, alors à partir de cette adhésion formelle, il n'y a pas de rétroactivité. En réalité, je crois que ce serait de toute manière la reconnaissance de la compétence qui serait réanimée par une adhésion formelle de la Palestine. Alors ça, ce sont des enjeux strictement juridiques. Alors il faut bien voir que, en réalité, l'intérêt d'une adhésion au statut de la Cour, d'une extension de la compétence de la Cour, est fondamentalement politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, reconnu comme un État adhérent au statut de Rome, partie à la Convention constitutive du statut de la Cour pénale internationale, la Palestine dispose d'une arme politique dans ses négociations éventuelles avec l'État d'Israël. Elle a la menace de poursuivre telle ou telle personne, de créer par conséquent une situation inconfortable pour l'État d'Israël. Or, je n'en dis pas plus, on ne peut pas prévoir l'avenir, l'éventualité, mais il est certain que dans le cadre des négociations actuelles, qui sont en réalité pratiquement inexistantes, la main palestinienne est totalement désarmée. Toutes les cartes sont entre les mains du clan d'en face. Ça serait une carte de plus. Il ne faut pas rêver,
ça n'apportera pas immédiatement la paix, la tranquillité, le développement. Et c'est néanmoins cela qui est essentiel, plutôt que de voir Monsieur Truc ou Madame Machin ou le général Chose arrêtés sur un aéroport exotique, et les vagues diplomatiques qui s'en suivraient. Moi, j'en resterai là pour les enjeux, et maintenant il faut parler des moyens. Merci. Merci. Bon. La question des moyens, la question c'est comment est-ce que la Palestine pourrait, l'autorité palestinienne pourrait parvenir à ce à quoi jusqu'à maintenant elle a échoué, c'est-à-dire porter devant la Cour pénale internationale l'appréciation de ces crimes dont parle Giraud, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, comment au-delà d'une condamnation politique qui a déjà eu lieu, qui a déjà été faite non seulement par les Palestiniens eux-mêmes, mais par tout un tas de gens à travers le monde qui, sans que ça ait beaucoup d'impact ou d'effet, condamnent moralement, politiquement les actions d'Israël, comment transformer ça en démarche juridique, l'idée étant que si c'est une cour composée de juges indépendants représentant toutes les zones géographiques de la planète qui prennent cette décision au terme d'un débat contradictoire, un débat judiciaire avec une discussion sur les preuves, échange d'arguments, avocat pour, avocat contre, etc. C'est une condamnation qui pour le coup a beaucoup plus de légitimité. C'est ça l'idée, qui avait déjà été sur une question un petit peu différente, utilisée sur le mur, le fameux mur. L'Assemblée, je crois que de mémoire c'était l'Assemblée générale des Nations Unies qui avait saisi la Cour internationale de justice pour lui demander un avis sur la légalité du mur construit par Israël, avec l'idée qu'une condamnation juridique aurait un petit plus par rapport à une condamnation qui resterait au niveau politique. Alors cette idée-là en soi, chacun peut avoir son avis. Est-ce qu'une condamnation juridique a plus d'impact qu'une condamnation politique? On pourra en discuter tout à l'heure. Je pense que ça dépend des circonstances. Il y a des cas dans lesquels, oui, ça apporte une valeur ajoutée, puis d'autres cas dans lesquels ça n'en apporte pas. Mais c'est un autre sujet. Comment, en admettant que ce soit l'objectif, puisque ça l'a été en janvier 2009, l'autorité palestinienne a déclaré auprès du greffe de la Cour pénale internationale qu'elle souhaitait que la Cour pénale internationale se saisisse des crimes commis pendant l'opération Plomb durci sur la bande de Gaza. Comment faire en sorte que ça aboutisse? Pour le moment, ça n'a pas été very successful, puisqu'il ne s'est rien passé pendant 3 ans. 2010, 2011, 2012, et puis 3 ans et 3 mois plus tard, le bureau du procureur, alors que le procureur lui-même, Luis Moreno Ocampo, arrive au terme de son mandat et doit quitter La Haye au mois de juin, ça sera finalement peut-être une de ses dernières décisions un peu emblématiques. Il a pondu cette note de 2 pages dans laquelle il explique que finalement, après 3 ans et 3 mois de réflexion, c'est pas de sa compétence, et il renvoie la balle aux autorités politiques que sont le secrétaire général de l'ONU et l'Assemblée générale de l'ONU. Ça date de quand, ça? Ça date du 3 avril 2012. C'est accessible sur le site internet de la Cour. C'est absolument public. Alors, comment en est-on arrivé là? Peut-être, avant d'arriver à la décision du procureur et à la manière dont elle est rédigée et motivée, c'est utile de faire une distinction entre adhérer à la Cour pénale internationale ou simplement faire une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale. Adhésion ou simple déclaration. Adhérer, ça veut dire ratifier le statut de Rome, le statut de la Cour, qui est un traité international. La ratification, c'est une procédure, on transpose dans l'ordre international des relations interétatiques la notion de contrat. C'est comme signer un contrat qui est passé avec tous les autres pays, les 121 autres pays qui ont déjà signé ce contrat d'adhésion à la Cour pénale internationale.
Ça veut dire qu'on en est un membre permanent, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Un pays, un État qui ratifie le statut, qui adhère donc à la Cour, appartient à ce club qu'on appelle l'Assemblée des États parties, qui se réunit tous les ans à La Haye ou à New York pour voter le budget de la Cour, élire ses juges, nommer son procureur, éventuellement faire évoluer le statut de la Cour, le statut de Rome dans lequel sont définis les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, etc. Rajouter des nouveaux crimes de temps en temps. Il y a eu une réunion des États à Kampala en 2010 pour discuter d'évolution de certains des crimes. Ça a donc des conséquences plus importantes qu'une simple déclaration. Une simple déclaration, eh bien, dans le statut de la Cour lui-même, ce fameux contrat, ce statut de Rome, il est prévu que la Cour peut être compétente pour juger des crimes qui ont été commis sur le territoire des États qui l'ont ratifié, qui ont adhéré, mais aussi, deuxième porte d'accès prévue par le statut lui-même, sans avoir besoin d'aller jusqu'à la ratification, il est permis de faire une simple déclaration. Une déclaration qui est faite auprès du greffe de la Cour en disant, voilà, je prends un exemple qui n'est pas inventé, qui est un exemple sur lequel la Cour travaille en ce moment, je suis la Côte d'Ivoire, je suis même Laurent Gbagbo, je ne sais plus quand, en 2002 ou 2003, et ça a été réitéré par, j'ai un trou sur son nom, Ouattara, Ouattara tout récemment. La Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, mais elle a fait une déclaration, elle a fait même 2 déclarations, une en 2002 et une en 2010, je crois, ou 2011, peu importe, au greffe de la Cour, disant voilà, je reconnais la Cour compétente, je suis le gouvernement du pays sur lequel ont été commis des crimes, et je demande à la Cour d'enquêter sur ces crimes, d'en trouver les auteurs et de les juger. En général, on fait ça parce qu'on explique que l'état de la justice sur son propre territoire, dans son propre pays, n'est pas suffisamment, mûr, mature pour pouvoir assumer tout seul, à l'abri des pressions, des contingences, cette tâche importante. Donc on fait une déclaration reconnaissant à la Cour la compétence de faire ce travail qui, normalement, serait le travail de l'État. C'est en principe aux autorités de Côte d'Ivoire de protéger les ressortissants ivoiriens, d'enquêter lorsqu'il y a des crimes, de retrouver les auteurs, de les punir. On fait cette déclaration. L'Ouganda a fait la même chose en 2002. La déclaration, ça n'engage pas ça engage un peu moins et ça donne un peu moins de droits. On ne participe pas à l'Assemblée des États parties, on ne participe pas à l'élection des juges, on ne participe pas au vote du budget, etc. Il y a une deuxième différence, Jérôme, me semble-t-il, sous ton contrôle. C'est peut-être la solution qui t'est soufflée avant même que je posais la question. Je me demande si pour la ratification, il ne faut pas un vote du Parlement, ce qui pourrait être peut-être une difficulté pour l'autorité palestinienne aujourd'hui, parce que, sauf erreur, son Parlement a un petit peu de mal à se réunir. C'est une question qui dépend des constitutions des États. Pour la France, clairement, la ratification d'un traité suppose c'est le président de la République qui ratifie, mais il le fait une fois que le Parlement l'y a autorisé. Et je crois que c'est le cas de la plupart des États de la planète. Et ça pourrait être un obstacle un peu compliqué à résoudre pour la Palestine. C'est leur problème. Bon. La ratification, donc l'adhésion, avec toutes ces lourdeurs, suppose une procédure un peu plus lourde. La simple déclaration, c'est une décision de l'exécutif. Il n'y a pas besoin de réunir le Parlement. L'exécutif, qui est, je le disais tout à l'heure, en charge normalement de protéger ses populations et donc d'exercer, de voter des lois pénales et de les faire respecter, demande l'aide de cette institution internationale pour prendre le relais à un certain moment. Alors évidemment, je ne l'ai pas encore dit, mais vous connaissez la question, et on va l'aborder de front. Pour pouvoir faire cette déclaration, ou pour pouvoir faire ce processus d'adhésion, en principe, il faut être un État. Le statut de Rome dit que les États, le statut lui-même est ouvert à la ratification par les États, et il prévoit, je crois que c'est son article 12, paragraphe 3, peu importe, qui prévoit qu'un État peut reconnaître compétence à la Cour par cette formalité allégée de simple déclaration. D'où toute la difficulté. Est-ce que, lorsque le ministre de la Justice de l'autorité palestinienne, en janvier 2009,
se rend à La Haye pour, auprès du greffe, déposer une déclaration. Alors je ne sais pas s'il a pris l'avion pour y aller lui-même ou si c'est passé par la poste, mais fait cette déclaration auprès du greffe de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il le fait au nom d'un État ou est-ce qu'il le fait au nom d'une entité au statut bizarre et inconnu? Le procureur, je le disais, s'est posé la question pendant 3 ans et 3 mois. Il a consulté plein de gens. Il y a eu toutes sortes de consultations publiques. Tous les professeurs de droit international public du monde, ou presque, donnaient leur avis dans des articles, dans des consultations organisées par le bureau du procureur. Il y a eu des colloques organisés, enfin des réunions de spécialistes pour réfléchir au sujet. Et finalement, la décision du procureur du 3 avril 2012, elle dit en substance, bon, elle fait 2 pages, je ne vais pas vous la lire, mais elle assimile, elle considère, elle raisonne comme si les conditions à remplir pour justifier qu'on est un État étaient les mêmes pour faire une simple déclaration ou pour adhérer. Puisque le procureur dit en substance, il faut vous adresser au secrétaire général des Nations Unies et éventuellement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il dit ça pour la raison suivante. Lorsqu'on ratifie, après avoir obtenu le vote du Parlement, le chef d'État rédige les actes de ratification et ses ambassadeurs vont le déposer. Ils vont le déposer où? Ils vont le déposer auprès du secrétaire général des Nations Unies. C'est l'article 125 du statut de Rome qui le prévoit. Le secrétaire général des Nations Unies est le dépositaire du traité et des actes de ratification. C'est lui qui assure le secrétariat en quelque sorte de ces actes de ratification. Or, dans la pratique des Nations Unies, nous dit le procureur dans son communiqué, lorsque le secrétaire général a un doute, il consulte l'Assemblée générale. Donc le procureur nous dit, puisque pour ratifier, il faut s'adresser au secrétaire général, à charge pour lui, le cas échéant, de consulter l'Assemblée générale, eh bien pour faire votre déclaration, il faut que vous fassiez la même chose. Et moi, simple procureur, je ne suis pas une autorité politique suffisante, ni désignée ni par le statut, ni par la Charte des Nations Unies, ni par personne, pour trancher cette question tout seul. Voilà la position juridique qu'il a prise. Je ne suis pas un super juge pour dire si elle se tient. J'ai un avis qui est mon avis individuel, qui est un peu plus que mon avis individuel, qui est celui de mon organisation. D'ailleurs, ça me fournit le prétexte de préciser sous quelle casquette je m'exprime, puisque j'ai été présenté comme membre d'Amnesty International et président de la coalition française pour la CPI. Parenthèse. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est avec la casquette Amnesty International. La coalition, que je ne préside qu'au titre d'Amnesty, c'est Amnesty en réalité qui la préside, c'est un club d'ONG, de syndicats, de barreaux, voilà, on est une quarantaine d'organisations comme ça en France qui se sont réunies pour travailler sur le thème de la Cour pénale internationale de manière générale et abstraite. M. Chagnolot le disait, en 98, pour obtenir que la France soutienne le projet, ensuite qu'elle ratifie le statut, qu'elle se dote des lois qui lui permettent de s'adapter à l'existence de la Cour. Bon, voilà. Par contre, la coalition en tant que telle n'a pas dans son agenda, dans son ordre du jour, de travailler sur les situations de crimes dans les différents pays du monde elle-même. Elle a pour objet de travailler sur la manière dont la France coopère avec la Cour, mais elle ne prend jamais position sur les différentes situations dont la Cour peut être saisie. Donc en tant que président de la coalition, je m'arrêterai là. Je vous dirais, voilà, je vous ai présenté quel est l'enjeu juridique, et je m'arrêterai là. Amnesty, comme chacune des 40 ou 42, je crois, organisations qui composent la coalition, peut avoir son propre agenda et sa propre analyse des situations juridiques et politiques. Dans le cas d'Amnesty, donc je remets cette casquette Amnesty, on considère que le procureur se trompe dans son analyse juridique. Que certes, la question est de savoir si l'autorité palestinienne, lorsqu'elle a fait cette simple déclaration, est un État, mais la question de savoir si c'est un État est une question juridique, c'est une question qui affecte la validité de la déclaration elle-même. Est-ce que juridiquement cette déclaration a saisi la Cour ou pas? Et s'il y a un doute,
nous disions, et c'est ce que nous disions au procureur depuis 2 ans, je crois que la première fois qu'on lui a fait un mémo dans ce sens c'était en 2010, on a attendu les travaux de la commission Goldstone. La commission Goldstone a conclu qu'il y avait probablement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qu'il fallait que le Conseil de sécurité saisisse la Cour pénale internationale. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. La Cour pénale internationale, elle peut aussi être saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, c'est un autre sujet qui ouvre la porte à des polémiques peut-être. Pardonnez-moi, pendant que vous y êtes, vous pouvez continuer à nous dire le troisième cas de saisine, comme ça on aura une vue globale avec le procureur. Et le troisième cas de saisine, mais c'est l'autosaisie, enfin c'est oui, la saisine directe par le procureur, mais qu'il ne peut faire que pour les États qui ont ratifié le statut. Bien sûr. Voilà. Alors, ce qui permet de passer outre au fait qu'un État n'ait pas ratifié le statut, c'est le Conseil de sécurité. Ça a été fait 2 fois pour le Darfour et pour la Libye. Ni le Soudan ni la Libye n'ont ratifié le statut de Rome. C'est pas les seuls grands absents du statut. Et 2 fois, le Conseil de sécurité a dit Soudan, tant pis pour vous, vous n'avez pas voulu ratifier. Libye, pareil. Eh bien, nous, Conseil de sécurité, on passe outre et on demande on saisit la Cour de ce qui s'est passé dans vos pays. Inutile de vous dire que les conditions politiques ne sont pas tout à fait réunies pour que le Conseil de sécurité fasse la même chose au Proche-Orient. Il y aurait assez rapidement des vaisseaux. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, la position d'Amnesty, c'est voilà, après avoir attendu les conclusions de la commission Goldstone, Amnesty a demandé aux 2 entités, Israël d'un côté, l'autorité palestinienne de l'autre, d'engager des procédures devant leurs propres tribunaux, d'engager des enquêtes sur les crimes de guerre que les parties s'accusaient réciproquement d'avoir commis. Et au bout de quelques mois, constatant que ni l'autorité palestinienne ni l'État israélien ne s'engageaient dans cette démarche de gérer eux-mêmes, avec leurs propres instruments de droit interne, les crimes qui avaient été les crimes allégués en tout cas, Amnesty a fait ce mémo au procureur de la CPI en disant bon, visiblement ni l'autorité palestinienne ni l'État israélien ne vont rendre justice aux victimes, ne vont essayer d'identifier les auteurs des crimes qui ont été commis. Donc mettons en œuvre le mécanisme du statut de Rome. Vous avez été saisi d'une déclaration de l'autorité palestinienne. Il y a débat, vous avez consulté toutes sortes de gens éminents pour savoir si c'est un État et si cette déclaration est valable. Eh bien, appliquez le statut. Dans le statut, il y a un article 19, paragraphe 3, qui dit que la Cour est compétente pour trancher la question de sa propre compétence. Si vous estimez qu'il y a un problème juridique, et évidemment, il semblerait bien qu'il y en ait un, puisque la question de savoir si la Palestine est un État ne fait pas consensus, saisissez la Cour elle-même, saisissez la chambre préliminaire qui est une des... Il y a 3 types de chambres à la Cour, hein. Il y a les chambres préliminaires, les chambres de première instance et les chambres d'appel. La chambre préliminaire, les comparaisons sont toujours un peu grossières et hasardeuses. C'est un petit peu l'équivalent d'un juge d'instruction. Disons que c'est une chambre composée de juges qui tranchent les questions préliminaires, comme son nom l'indique. Et elle est compétente en vertu de l'article 19 paragraphe 3 du statut pour dire est-ce que oui ou non la Cour est compétente. Et concrètement, pour répondre à cette question, il y aura débat devant les juges, devant 3 juges qui composent une des formations de la Cour, qui sont encore une fois des autorités morales élues pour 9 ans, qui sont censés être d'éminents juristes dans leur pays d'origine, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, élus par les 121 États membres, au nom de cette sagesse, compétence, expérience, et qui ont toutes ces garanties d'indépendance et d'impartialité qui font que leur décision ne sera rendue que sur le terrain du droit. Et la question de savoir si c'est un État ou pas, bien sûr c'est une question politique, parce que la question de l'État est une des questions les plus politiques qui soient, mais c'est aussi une question juridique. Il y a des définitions juridiques de l'État. Et Géraud est un de mes professeurs, donc c'est avec beaucoup de prudence et de mémoire, de mémoire et en schématisant un État, c'est il y a en gros 3 critères. Il y a un territoire, une population et une autorité constituée qui est chargée de protéger la population de ce territoire. Est-ce que oui ou non l'autorité palestinienne remplit ces critères? Il pouvait y avoir
il pourrait encore y avoir débat, non pas politique avec tous les moyens de pression qui ont été utilisés depuis 1948 dans un sens et dans l'autre pour essayer de trancher la question auprès de l'ONU, mais pour une fois on aurait peut-être pu, et j'en reviens à ce que je disais au début, il y a des fois où l'approche juridique a une petite valeur ajoutée par rapport à l'approche politique. On aurait peut-être pu sortir cette question empoisonnée que les politiques ne sont pas capables, je crois qu'ils l'ont montré, de traiter depuis 1948, la mettre dans une enceinte juridictionnelle, demander leur avis à des juges, et les juges, ils auraient rendu un arrêt, une décision, un jugement, on appelle ça comme on veut, mais enfin c'est ça, c'est un jugement sur la base de critères juridiques. Ils auraient analysé la définition de l'État, ils auraient appliqué à ce que c'est que cette autorité palestinienne. A-t-elle un territoire? Moi, il me semble que oui. A-t-elle une population? Il me semble que oui aussi. A-t-elle des institutions? Alors après, il y a la question de savoir si ces institutions sont suffisamment stables, suffisamment organisées pour assurer la protection des populations. Mais le présupposé de tout ça, le point de départ de tous ces raisonnements juridiques, c'est l'idée que tout être humain qui vit sur une portion de territoire de cette planète est en principe protégé par un État. Il a une nationalité, le lien de nationalité est un lien qui l'unit à une autorité publique qui est censée le protéger. Si c'est pas l'autorité palestinienne qui est censée juridiquement exercer la protection des populations, les populations de Gaza, si on parle de l'opération Plomb durci, je vois pas qui ça serait d'autre. Éventuellement Israël pourrait y revendiquer, mais bon, je crois qu'elle est un peu mal placée. Indépendamment des revendications territoriales, il y a la question fondamentale de la protection des populations. Donc moi, ce qu'à Amnesty on trouve profondément regrettable et même choquant dans la décision du procureur, c'est qu'en fait il y avait une opportunité de trancher juridiquement cette question et on l'a laissé passer. Et surtout, c'est une décision qui revient à dire aux populations de Gaza et de Cisjordanie, personne ne vous protège. Aucune institution internationale ne viendra substituer les belligérants pour vous venir en aide. Bon, voilà, j'étais un petit peu trop long, je crois, mais j'allais dire quelque chose, puis ça m'a échappé. Ça me reviendra tout à l'heure. Non, ça ne me revient pas. Voilà, ok, merci. Alors, moi, juste avant à moins que Géraud, tu veuilles réagir aussi. Moi, j'ai une question peut-être, parce que dans cette position du procureur, donc il n'a pas renvoyé devant la chambre préliminaire, ce qui aurait été, comme vous venez de le dire très bien, un moyen pour que la Cour décide elle-même si elle est compétente ou pas. C'était ça la démarche qui aurait pu être faite, mais ça aurait été en quelque sorte une démarche juridique, si j'ose dire. Oui. Il a choisi plutôt une démarche un peu politique, puisqu'il dit qu'il faudrait qu'on aille devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, et que si, en allant devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y avait un vote qui montre que la Palestine est un non-membre, est un observateur, je vais redonner la parole à Géraud là-dessus, si c'est comme ça, au fond, les Palestiniens n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que d'aller devant les Nations Unies, finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Géraud, sur cette alternative, disons, juridique ou politique. Oui, moi je vais revenir là-dessus, mais j'aurais trois petits points à faire après l'exposé de mon ancien élève. Une certaine satisfaction. Le premier point, c'est que, en parlant de droit, il faut bien comprendre qu'il n'y a de véritable droit que celui qui sort de la bouche du juge. Je vois des gens qui se marrent là, parce qu'ils ont déjà entendu ça. Tant que la justice n'a pas tranché, la justice, c'est-à-dire un tribunal, et que l'autorité juridictionnelle du plus haut degré ne s'est pas prononcée, la question juridique, n'importe laquelle, reste ouverte. N'importe qui peut dire à peu près n'importe quoi. On ne saura où est le droit que lorsque le juge se sera prononcé. Le juge, c'est-à-dire d'abord la chambre préliminaire, puis ensuite la chambre de première instance, puis éventuellement la chambre d'appel. À ce moment-là, c'est tranché. Et il faut bien comprendre que
ce qui est tranché se trouve non seulement dans la décision proprement dite, machin fera 6 mois de tôle, que surtout dans les motifs, les raisons. Pourquoi il fera 6 mois de tôle? Parce que... Or, dans l'utilisation que les médias et nous-mêmes, quand faisons des jugements, on passe beaucoup trop sous silence l'essentiel, c'est-à-dire les motifs. C'est dans les motifs qu'il y a le droit. Le droit, il est là. Il n'est pas dans la loi, ou très peu. Il est dans ce que disent les juges à partir de la loi et de bien d'autres choses. Alors ça, c'est la première observation qui introduit la seconde. La seconde, c'est que comme vous avez pu le comprendre en écoutant Simon, tout l'enjeu actuel est de savoir comment on va saisir le juge. Du moins, certains cherchent à saisir le juge, d'autres à éviter que le juge ne soit saisi. La saisine du juge, de tous les juges, c'est fondamental. Et en ce qui concerne la Cour pénale internationale, il y a des clés d'entrée qui sont extrêmement contrôlées. C'est normalement le procureur qui saisit le juge. Et d'ailleurs, on passe toujours par le procureur. Si vous regardez le statut, on vous dit que les États membres qui veulent saisir la Cour doivent déférer une situation au procureur. Puis le procureur enquête, il regarde, et il a des pouvoirs, je ne vais pas entrer dans les détails, mais extrêmement étendus à cet égard. Il peut dire non, ça vaut pas le coup, il n'y a pas d'éléments suffisants, pas de gravité suffisante. La justice souffrirait si on faisait trop de vagues. Et alors, c'est dans une certaine mesure sous le contrôle de la Cour, mais il faut aller décrocher ce contrôle. Alors, la saisine, elle est entre les mains du procureur, du Conseil de sécurité, et puis des États membres. Et lorsque, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire ou dans le cas de la Palestine, un État adhère, accepte la compétence sans adhérer, il faut encore que quelqu'un vienne aller au-delà, se saisisse de cette acceptation de compétence pour saisir la Cour. Dans les cas qui ont été cités, c'est le procureur qui a fait ça. Il n'y voyait pas d'inconvénient. Dans le cas de la Palestine, alors ça c'est la troisième observation, vous voyez que le blocage est évident de la part du procureur et puis de la part aussi du reste du monde. On regarde en l'air, le procureur va vers l'Assemblée des Nations Unies, les États partis ne font pas de zèle alors que n'importe lequel d'entre eux pourrait se saisir de la reconnaissance de compétences datant de janvier 2009 pour déférer la situation au procureur et lui mettre le nez dans le problème. Là, il serait obligé soit de classer, soit de poursuivre, de demander l'autorisation à la chambre préliminaire d'engager des poursuites. À ce moment-là, la Chambre serait amenée à se prononcer. Manifestement, on ne se bouscule pas au portillon pour déclencher cela. Alors, je reviens à l'intervention. Reste la situation actuelle. Le procureur est bien content, et surtout, je pense, son successeur, la dame qui va prendre la suite. Ce bébé ne viendra plus chialer dans mon salon. C'est confié aux Nations Unies. Alors, si on voit les choses telles qu'elles se présentent, si les Nations Unies réagissent à l'invite du procureur, l'Assemblée va être bientôt saisie de la question. Est-ce que la Palestine est un État suffisamment pour que sa reconnaissance de compétence, au sens de l'article 12.3 du statut, produise tous ses effets? Et il va de soi, étant donné la composition actuelle de l'Assemblée générale, que la réponse sera oui. Donc je pense que le problème ne va pas être présenté très vite à l'Assemblée, parce que l'Assemblée, elle va se tortiller, puis elle risque de donner raison à la requête palestinienne ou geste du procureur. Mais si on y réfléchit, quelles vont être les conséquences? La justice ne sera pas saisie pour autant. Il faudra encore que quelqu'un veuille bien se saisir de cette
compétence acceptée et validée par les Nations Unies pour que la Cour soit saisie. Et à ce moment-là, la question de l'État va se reposer. Imaginez que tout se passe parfaitement, si j'ose dire, et qu'il y ait des poursuites engagées devant la CPI. Il est certain que le premier réflexe des avocats des personnes qui seront poursuivies sera de reposer la question de l'État, d'amener la Cour à se prononcer sur ce qui est sa propre compétence, la clé de sa compétence. Si ça n'est pas un État, la Cour n'a pas... C'est pas parce que l'Assemblée a dit ou le procureur a dit que la Cour n'a pas le dernier mot à dire. Donc vous voyez que tout revient au juge et que par conséquent tous les efforts actuels consistent soit à le saisir, soit surtout à éviter qu'il soit saisi. On va peut-être